Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Humanitaire. Le mois de décembre est l'occasion de rappeler que le monde est toujours en lutte contre le sida. Nous partons en Chine pour vous montrer comment le gouvernement de Pékin gère le fléau que représente cette maladie. Pour l'occasion, le nid d'oiseau, le stade emblématique des JO de Pékin, a été recouvert d'un ruban rouge géant. Le Premier ministre Wen Jiabao s'est aussi rendu dans les provinces pour rencontrer les orphelins dont les parents ont succombé à la maladie. Mais malgré ces gestes timides, les autorités continuent de se voiler la face. Officiellement, plus de 700 000 personnes sont atteintes de cette maladie dans le pays. Mais selon les Nations Unies, elles seront 10 fois plus nombreuses dans 2 ans. Faute de campagne de sensibilisation, le sida reste tabou. Les malades sont trop souvent stigmatisés, victimes de l'ignorance et des superstitions. L'accès au traitement est déplorable. Les séropositifs sont marginalisés, leurs enfants parfois même privés d'accès à l'école. Direction donc la province reculée du Henan, où nos correspondants ont recueilli les témoignages de séropositifs chinois. Un reportage signé Sébastien Lebelzik et Henry Morton. L'hôpital de You'an, à Pékin. Dans ce bâtiment construit un peu à l'écart du reste de l'établissement, sont soignés une trentaine de malades du sida. Un établissement qualifié de modèle par le gouvernement chinois. Modèle, car ils ne sont que 2 hôpitaux comme celui-ci dans cette capitale de 17 millions d'habitants à accueillir les patients atteints de cette maladie. Cette femme est soignée ici depuis plusieurs mois. Elle est l'une des seules à avoir accepté de répondre à nos questions. Elle préférera rester anonyme. En Chine, le sida est encore une maladie taboue et son histoire ressemble à celle de milliers d'autres. Mon mari a vendu son sang en 1995. C'est l'année où nous nous sommes mariés. L'année suivante, il est parti travailler dans une autre ville. Et en 1997, nous avons eu notre première petite fille. Elle avait sans cesse de la fièvre quand elle avait 1 an et demi. Alors on est allé voir des docteurs, plusieurs médecins un peu partout. Mais ça n'a servi à rien. Elle est morte. Notre seconde fille est née en 1999. Elle était déjà malade à la naissance. On ne savait pas alors ce qui se passait. Elle était infectée. Quand j'ai appris ma maladie, en 2004, les médecins m'ont dit que mes 2 filles avaient le virus. Mon mari aussi. Il est mort en 2006. Il y a plein de familles comme nous en Chine. J'ai passé beaucoup de temps ici dans cet hôpital à réfléchir. Et si le gouvernement pouvait seulement m'aider, s'il pouvait me donner au moins de quoi vivre et payer mes médicaments. C'est dans cette province reculée du Henan que le scandale a éclaté. Dans ces campagnes pauvres du centre de la Chine, les cimetières sont pleins et c'est dans les champs que les corps ont été enterrés, le plus souvent à la va-vite. Ici, la plupart des villageois sont morts du sida. Dans les années 90, les habitants ont vendu leur sang dans des conditions sanitaires déplorables. Un commerce lucratif qui a provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes. Un scandale du sang contaminé à la chinoise. Le sang était ensuite revendu à des hôpitaux et des laboratoires. Aujourd'hui, cette petite fille de 7 ans vit, ou plutôt survit avec le virus. Sa mère a été infectée en vendant son sang. C'était juste avant sa naissance. Avant de mourir, elle a infecté son époux, puis sa fille. Depuis, ils survivent, seuls et sans aide, dans cette petite maison du village de Soumadian. Ces médicaments, honnêtement, ce n'est pas seulement une question de prix. Mais je pense quand même que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités et payer pour tout ça. Après tout, c'est lui qui a organisé ces collectes de sang. Sans lui, il n'y aurait pas tous ces gens malades du sida. Les médicaments fournis par le dispensaire coûtent 3 € par mois. Mais ils ne reçoivent aucune aide et n'ont plus aucun revenu. Un peu plus loin, cette femme nous montre son traitement pour la semaine. Une trithérapie sommaire, mais aux effets secondaires particulièrement douloureux. Tous les soirs, je prends mes cachets et ils me rendent malade. Ils me font transpirer toute la nuit. Des médecins m'ont examiné et ils m'ont dit de changer mon traitement. Mais c'est toujours pareil. Ces médicaments me rendent malade.
Des villages du sida comme celui-ci, il en existe des centaines dans toute la Chine. Le gouvernement a depuis mis un terme à ce scandale. Les fonctionnaires corrompus ont été arrêtés et condamnés à mort. Mais la propagation du virus ne s'est pas arrêtée là. Il y a quelques mois, Pékin a avoué que le nombre de personnes séropositives avait augmenté de 45% en Chine entre 2006 et 2007. Un premier aveu de l'ampleur de la pandémie après des années d'ostracisme. Les Nations Unies estiment qu'à ce rythme, la Chine comptera 10 millions de séropositifs en 2010, une croissance exponentielle de la maladie, due pour l'essentiel à la transmission par voie sexuelle et surtout à l'absence d'information et d'éducation. On estime qu'environ 700 000 personnes vivent avec le virus en Chine. Le gouvernement a fait beaucoup de choses ces 5 dernières années pour renforcer la prévention, surtout au niveau national. Maintenant, le vrai défi sera d'appliquer localement ces mesures, dans les provinces et dans les villages, là où vivent les gens malades. Le premier homme politique à avoir brisé le tabou, c'est le Premier ministre Wen Jiabao lui-même, lorsqu'en 2003, il a serré la main en public et devant les caméras de télévision d'un malade du sida. En 2006, la Chine a pris des mesures contre la discrimination, mais un récent sondage montre que 2 personnes sur 3 ont toujours peur de toucher un séropositif. La route est encore longue avant leur intégration. La chose la plus importante et celle qui a le mieux fonctionné à travers le monde, c'est l'éducation. Le gouvernement chinois a fait pas mal de choses à ce niveau. Il y a eu le 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et chaque année, pas mal d'événements sont organisés avec le président Hu Jintao et le Premier ministre Wen Jiabao. C'est important, vous savez, de dire aux gens de ne pas avoir peur et surtout de ne pas regarder les malades de travers. Les associations sont étroitement surveillées par la police. Et rares sont celles à dénoncer ouvertement l'absence de traitement équitable et le désintérêt flagrant des autorités chinoises. L'un des seuls à avoir osé parler est Rujia. Ce dissident qui a reçu le prix Sakharov des droits de l'homme du Parlement européen en 2008 est aujourd'hui sous les verrous. Il y a quelques mois, il avait osé braver la censure en s'exprimant devant une caméra occidentale. Quelques jours plus tard, il était arrêté. Depuis, il a été condamné à 3 ans et demi de prison. Il y a beaucoup d'hôpitaux dans cette province du Henan avec énormément de corruption. Les gens viennent pour se faire opérer et ils se retrouvent infectés par le sida en subissant une transfusion de sang. C'est au gouvernement d'assumer ses responsabilités. Et cette tragédie du sang contaminé, c'est bien un exemple de ce manque d'intérêt du gouvernement et des institutions médicales chinoises. Le travail des quelques associations chinoises de lutte contre la maladie semble bien dérisoire. Ces courriers envoyés aux rares donateurs, une lettre d'information distribuée dans les boîtes aux lettres et diffusée sur Internet. Les fonds viennent des organismes internationaux et des grandes associations occidentales. Pour l'essentiel, elles font un travail d'information, mais se heurtent à l'enregistrement systématique par les autorités chinoises des personnes infectées. En Chine, il n'y a pas de dépistage du sang, anonyme et gratuit. Et puis se pose toujours le problème de l'accompagnement des malades, le manque de lits et l'accès aux soins, mais aussi le soutien psychologique aux patients. Dans cette association, les bénévoles sont tous atteints du sida. Ils espèrent redonner un peu d'espoir aux malades. Nous sommes en bonne santé et on se tient comme ça devant eux pour leur redonner un peu d'espérance. Quand on les aide, même quelques mots ou un petit geste donnent un peu d'espoir. Et même nous, ça nous fait du bien. Notre dernier plaisir, notre bonheur, c'est de donner et pas de recevoir. En faisant ces petites choses pour eux, on s'aide en même temps. Quelques paroles échangées et un bol de soupe. Un réconfort encore trop rare pour des centaines de milliers de malades. La Chine commence à peine à entrouvrir le rideau de la censure et à autoriser que l'on parle du sida. Il faut dire que la maladie est partout. Aujourd'hui, 8 malades sur 10 sont hétérosexuels et 70% ont moins de 40 ans. Il y a donc urgence,
Mais en l'absence d'un système de santé publique efficace, les malades ne peuvent souvent compter que sur leurs proches. L'argent vient de ma mère, de ma sœur et de mon frère. Ils ne veulent pas me voir souffrir et rester à la maison. Ma mère surtout s'inquiète tellement pour moi. Mon téléphone est coupé, il ne marche plus depuis quelques jours. Et il a fallu que je demande à ma tante d'appeler ma mère pour lui donner des nouvelles. Ma maman et ma petite sœur voulaient venir me voir ici. Et je leur ai dit que le voyage coûte trop cher et qu'il vaut mieux mettre l'argent de côté pour payer mes soins. Sa famille a tout vendu et l'an dernier, elle a dépensé ses dernières économies, plus de 10 000 € pour payer ses médicaments. Sur les 700 000 malades officiellement recensés en Chine, seuls 4 000 bénéficient d'un traitement gratuit. Elle n'a plus que de quoi survivre et payer sa petite chambre d'hôpital. Une chambre que cet établissement public continue pourtant de lui facturer 3 € par jour. Numéro d'humanitaire, merci de nous avoir regardés. Au revoir et à très bientôt sur France 24.